Mon fils et ma belle-fille voulaient démolir ma porte à coups de masse. Mais lorsque j'ai ouvert, ils sont devenus livides. À 6 heures du matin, ma porte s'est mise à trembler. Ma belle-fille hurlait mon nom, hystérique, comme si la maison lui appartenait. J'avais changé toutes les serrures la veille au soir. Quelques minutes plus tard, mon fils est arrivé, une masse à la main. Je vais entrer de toute façon. Mais au moment où il levait le bras pour frapper, une voix derrière moi a simplement dit « Laissez-le, je m'en occupe ». La porte s'est ouverte, et ce qu'ils ont vu de l'autre côté les a laissés blêmes. Les coups résonnaient comme des tambours de guerre. Chacun d'eux secouait non seulement le bois de l'entrée, mais aussi quelque chose de profond dans ma poitrine. Tatiana, ma belle-fille, criait avec cette voix aiguë que je ne connaissais que trop bien. « Amparo, ouvre cette porte. Pour qui te prends-tu? Cette maison est autant la mienne que la tienne. » J'étais de l'autre côté, pieds nus sur le carrelage froid de mon salon, le cœur battant si fort que je sentais mon pouls dans les tempes. Mes mains tremblaient, non pas de peur, mais de quelque chose de pire, une rage contenue durant 3 mois. Une rage qui avait fermenté en silence jusqu'à devenir froide et calculée. J'ai regardé l'horloge murale, celle que mon défunt mari, Ernesto, avait achetée à Taxco il y a 30 ans, 6h07 du matin. Maître Bermudez arriverait dans 20 minutes, je devais juste tenir bon. Maman. C'était maintenant la voix de Rodrigo, mon fils, mon unique enfant. Je sais que tu es là, ouvre immédiatement. J'ai entendu un bruit différent, métallique, lourd, puis sa voix, mais avec un ton que je ne lui avais jamais entendu. Je vais entrer de toute façon, avec ou sans porte. Je me suis approché du Judas. Rodrigo tenait une de ces masses utilisées dans la construction. Ses yeux étaient injectés de sang. Tatiana, à ses côtés, avait les bras croisés et un sourire tordu aux lèvres. Un sourire de victoire anticipée. J'ai senti mes jambes se dérober. C'était donc ainsi que tout se terminait. Mon fils, le bébé que j'avais allaité, que j'avais soigné quand il avait eu une pneumonie à 7 ans, que j'avais aidé à payer sa première moto, allait démolir ma porte. Alors une voix grave a résonné derrière moi. Laissez-le. Je m'en occupe. J'ai tourné la tête. Maître Bermudez se tenait dans le couloir, dans son impeccable costume gris, une mallette en cuir à la main. Il était arrivé en avance, beaucoup plus tôt que prévu. « Comment êtes-vous entré ?» ai-je murmuré. « Par la porte de derrière, Doña Amparo, comme vous me l'aviez indiqué hier soir. » Il m'a regardé avec ses yeux tranquilles qui inspiraient l'autorité. « Ouvrez-leur. Il est temps qu'ils voient ce qu'ils ont perdu. » Ma main s'est dirigée vers le verrou. Je l'ai fait glisser lentement. J'ai tourné la poignée. La porte s'est ouverte, et à l'instant où Rodrigo et Tatiana ont vu Maître Bermudez, avec sa présence imposante et son regard d'acier, la masse est tombée au sol avec un bruit sourd. Tous les deux sont devenus livides, littéralement, comme s'ils avaient vu un fantôme. Car ils savaient exactement qui était cet homme, et ils savaient que leur plan venait de s'effondrer. Mais avant de vous raconter comment j'en suis arrivé à changer les serrures de ma propre maison pour me protéger de mon fils, il faut que vous compreniez quelque chose. Je n'ai pas toujours été cette femme. L'Amparo qui a ouvert cette porte avec des mains fermes n'existait pas il y a 3 mois. Il y a 3 mois, j'étais quelqu'un d'autre, une imbécile, une naïve. Une mère qui croyait que l'amour pouvait tout. Si vous voulez savoir comment une femme de 68 ans est passée de victime parfaite à celle qui claque la porte au nez de sa propre famille, abonnez-vous à cette chaîne, car ce qui suit changera à jamais votre vision de l'amour maternel. Maître Bermudez n'a pas souri. Il n'en avait pas besoin. Sa seule présence suffisait à changer toute l'énergie de ce seuil. Il a fait un pas en avant, se plaçant juste à côté de moi, et a parlé avec cette voix qui avait terrifié une 50aine d'escrocs dans les tribunaux. « Bonjour, Rodrigo, Tatiana. » Il a marqué une pause délibérée. « J'ai le regret de vous informer que vous n'avez plus l'autorité légale d'entrer dans cette propriété sans le consentement explicite de la propriétaire. » Tatiana a été la première à réagir. Son visage est passé de la pâleur au rouge intense en quelques secondes. « Mais pour qui vous prenez-vous ? Nous vivons ici, nous avons le droit. » Maître Bermudez a ouvert sa mallette avec un calme exaspérant, en a sorti une épaisse chemise cartonnée et en a extrait plusieurs documents.
Le bruit du papier était le seul audible, en plus de la respiration haletante de mon fils. Je suis maître Arturo Bermudez Soli, notaire public numéro 47 de Mexico. Et ceci, il a levé les papiers, sont des documents qui certifient qu'à partir de 23h45 hier soir, le 15 mars, cette propriété, située rue Yacaranda 328, quartier del Val, a été transférée à une fiducie irrévocable au nom de Madame Amparo Leticia Sandoval, veuve de Cortés. Rodrigo a finalement trouvé sa voie. Elle était brisée, désespérée. « Maman, qu'as-tu fait ?» Je l'ai regardée. Vraiment regardée. Et à cet instant, j'ai vu le petit garçon effrayé qui se cachait derrière moi quand son père le grondait. Mais j'ai aussi vu l'homme qui, 2 semaines auparavant, avait dit à sa femme que j'avais assez vécu. Ce que j'aurais dû faire il y a 3 mois, Rodrigo, me protéger. Tatiana a laissé échapper un rire hystérique. Te protéger ? Mais c'est nous qui prenons soin de toi. Nous te tenons compagnie. Sans nous, tu serais seul, mourant dans cette immense maison. Maître Bermudez l'a interrompu sans élever la voix. Madame, je vous suggère de peser vos mots. Tout ce que vous direz maintenant peut être et sera utilisé contre vous si Madame Amparo décide d'engager des poursuites judiciaires. Judiciairement ? Rodrigo a fait un pas en avant. Mais j'ai investi dans cette maison. J'ai payé la réparation du toit, j'ai mis de l'argent pour la nouvelle citerne. Cette maison est autant la mienne que la sienne. Voilà. Le mensonge qu'il alimentait depuis 3 mois, le mensonge qu'il s'était répété tellement de fois qu'il y croyait presque. Maître Bermudez a souri pour la première fois. C'était un petit sourire, presque imperceptible, mais il était là. Ah, oui, intéressant. Car selon les relevés bancaires que Madame Amparo m'a fournis, le toit a été réparé en août dernier pour 4 700 €, qu'elle a retiré de son compte personnel. La citerne a été installée en octobre, également payée par elle, pour un montant de 2 800 €. Voulez-vous que je continue ? Rodrigo a ouvert la bouche, l'a refermée, l'a rouverte. Il ressemblait à un poisson hors de l'eau. Tatiana a changé de tactique. Elle a porté ses mains à sa poitrine et des larmes ont commencé à couler sur ses joues. Des larmes qu'elle avait perfectionnées durant ces 3 mois. Belle maman. Amparo. Je ne comprends pas. Nous sommes de la famille. Comment peux-tu nous faire ça ? Après tout ce que nous avons partagé. Quelque chose s'est brisé en moi, mais ce n'était pas mon cœur. C'était la dernière chaîne de culpabilité qui me rattachait à cette farce. Famille ? Ma voix est sortie plus forte que prévu. Tu me parles de famille, Tatiana ? La même famille qui a vendu le service de vaisselle en porcelaine de mon défunt mari pour 450 €? La même famille qui m'a extorqué 6 500 € en mentant sur une maladie pour se payer une chirurgie du nez ? Son visage s'est décomposé. Les larmes continuaient de couler, mais elles étaient maintenant de panique. J'étais malade. Les docteurs. Les docteurs de la clinique de chirurgie esthétique Monteverde, n'est-ce pas ? Maître Bermudez a sorti un autre document. J'ai le reçu ici. Rhinoplastie esthétique, 6 200 €, payé le 18 janvier, 3 jours après que vous ayez reçu l'argent de Madame Amparo. Rodrigo s'est tourné vers sa femme avec une expression que je ne lui avais jamais vue, confusion, colère, peur. C'est vrai, ça ? Tatiana a reculé d'un pas, Tu savais que... Rodrigo, ne me fais pas passer pour la mauvaise. Je savais ? La voix de mon fils a monté de 3 octaves. Je savais que tu avais volé ma mère ? La brèche était là, la première fissure dans leur alliance parfaite. Maître Bermudez a saisi l'instant. Vous avez 48 heures pour quitter complètement cette propriété. Vous pouvez emporter vos effets personnels, vêtements, objets électroniques que vous pouvez prouver être vôtres, et rien d'autre. Tout article appartenant à Madame Amparo qui serait déplacé sans autorisation sera considéré comme un vol et fera l'objet de poursuites judiciaires. Vous ne pouvez pas nous jeter dehors, a crié Tatiana. Nous avons des enfants. Valeria et Santiago. Où allons-nous vivre ? Pour la première fois dans cette conversation, l'avocat a semblé sincèrement agacé.
Vous auriez peut-être dû y penser avant de prévoir de placer la grand-mère de ses enfants dans un asile bon marché pour vendre sa maison et vous acheter un appartement dans la Condesa. Le silence qui a suivi était si dense qu'on aurait pu le couper au couteau. Rodrigo m'a regardé, les yeux vitreux. Comment savez-vous cela? J'ai mis la main dans la poche de ma robe de chambre et j'en ai sorti un petit enregistreur numérique, celui que ma voisine Consuelo m'avait appris à utiliser. Je l'ai posé sur ma paume et j'ai appuyé sur lecture. La voix de Tatiana est sortie, claire, nette, reconnaissable. C'est presque fait, mon amour. Dans quelques mois, on la convainc de signer la maison à ton nom. Elle est vieille, seule, elle a besoin de nous. Après, on peut la mettre dans un asile bon marché et vendre cette propriété. Elle vaut facilement 220 000 €. Ça nous suffit pour l'appartement dans la Condesa qu'on veut. Puis la voix de Rodrigo, tu as raison. Ma mère a assez vécu. Nous méritons cette maison. J'ai arrêté l'enregistrement. Rodrigo est tombé à genoux sur la marche de l'entrée. Littéralement, ses jambes ne le soutenaient plus. Maman, je n'ai pas voulu dire. Si, tu as voulu le dire, ai-je affirmé avec un calme qui m'a surprise moi-même. Tu l'as dit, tu l'as pensé et tu allais le faire. Tatiana a retrouvé son sang-froid avec une vitesse impressionnante. Elle a pointé Rodrigo du doigt. C'était son idée. J'ai juste suivi son plan. Il m'a convaincu de tout. Et là, sous mes yeux, j'ai vu comment ils se détruisaient l'un l'autre. Rodrigo s'est levé d'un coup et lui a fait face. Quoi? C'est toi qui as dit que ma mère était un fardeau. C'est toi qui voulais l'appartement de luxe. Maître Bermudez a fermé sa mallette avec un claquement sec. Messieurs, dames, vos problèmes conjugaux ne sont pas de mon ressort. Ce qui est de mon ressort, c'est de vous informer que vous avez jusqu'à mercredi 17 mars, 18 h, pour quitter cette propriété. Si vous ne le faites pas volontairement, nous procéderons à l'expulsion légale. Passez une bonne journée. Il s'est retourné et est entré dans la maison. Je l'ai suivi, et avant de refermer la porte, j'ai jeté un dernier regard à Rodrigo. Mon fils, mon unique fils, pleurait en silence sur la marche de la maison où je l'avais élevé. Et je n'ai rien ressenti. Enfin, non, c'est un mensonge. J'ai ressenti du soulagement. J'ai fermé la porte et passé le verrou. Maître Bermudez m'a regardé depuis le couloir. Ça va, Doña Amparo? J'ai hoché la tête lentement. Puis je me suis assise sur le canapé du salon, celui où Ernesto avait l'habitude de me lire des poèmes le dimanche après-midi. Et pour la première fois depuis 3 mois, j'ai respiré profondément. Mais vous devez vous demander, comment tout cela est-il arrivé? Comment une mère en vient-elle à enregistrer son propre fils planifiant sa mise à l'écart? Pour comprendre cela, je dois vous ramener 3 mois en arrière. Au jour où j'ai ouvert la porte de ma maison et laissé entrer non seulement mon fils et sa famille, mais ma propre destruction. C'était un mardi, le 12 décembre. Je m'en souviens car ce jour-là, j'étais à l'étau au marché de Jamaïque pour acheter des fleurs fraîches à mettre devant la Vierge de Guadalupe. Il venait juste d'être 11 h du matin quand mon téléphone a sonné. Maman. La voix de Rodrigo sonnait étrange, éteinte. Mon fils, que se passe-t-il? Tu vas bien? J'ai besoin de te parler. Est-ce que je peux venir chez toi? C'est urgent. Mon cœur a fait un bond. Quand un fils dit que quelque chose est urgent, une mère imagine le pire. Accident, maladie, mort. Bien sûr, mon amour. Viens quand tu veux. Tu veux que je prépare à manger? Non, maman, j'ai juste besoin de te parler. Il a raccroché avant que je puisse dire autre chose. Il est arrivé à 14 h. Il n'était pas seul. Tatiana était avec lui, et derrière eux, Valeria et Santiago portaient de grands sacs à dos. Des sacs qui semblaient pleins à craquer. Bonjour, belle maman, a dit Tatiana avec ce sourire que je croyais alors sincère. Désolée de venir sans prévenir. Non, ne vous inquiétez pas, entrez. Voulez-vous de l'eau, du café? Les enfants sont entrés en courant vers le patio arrière. Valeria avait 12 ans, Santiago 9. De bons enfants, toujours polis, même si je les voyais de moins en moins ces derniers temps.
Rodrigo s'est assis sur le canapé et a passé ses mains sur son visage, ce geste qu'il faisait depuis l'enfance quand il était nerveux. Maman, nous avons perdu l'appartement. Les mots sont tombés comme des pierres dans un puits. Comment ça, vous l'avez perdu? Tatiana s'est assise à côté de lui et lui a pris la main. À ce moment, j'ai pensé, comme c'est bien qu'ils se soutiennent dans les moments difficiles. Quelle stupide j'étais! Nous avons eu des problèmes avec la banque, a expliqué Rodrigo sans me regarder dans les yeux. Nous n'avons pas pu payer l'hypothèque pendant 3 mois et... Enfin, ils ont procédé à une saisie. Ils nous ont donné 2 semaines pour partir. Je me suis porté la main à la poitrine. Mon fils, mon Rodrigo, sans abri. Mais pourquoi ne m'avez-vous rien dit avant? J'aurais pu aider. Nous ne voulions pas t'inquiéter, belle maman, est intervenue Tatiana avec une voix douce. Tu as déjà fait tant pour nous. Nous ne voulions pas être un fardeau. Vous n'êtes jamais un fardeau. Vous êtes ma famille. Rodrigo m'a finalement regardé. Ses yeux étaient rouges. Maman, j'ai besoin de te demander une énorme faveur, la plus grande que je t'ai jamais demandée de ma vie. Tout ce que tu veux, mon fils, tout ce dont tu as besoin. Pouvons-nous rester ici, juste temporairement, le temps de trouver un autre endroit? Peut-être. Peut-être 2 ou 3 mois maximum. Ma maison avait 4 chambres. Depuis qu'Ernesto était mort il y a 5 ans, je vivais seul dans cet espace immense qui se sentait soudain trop grand, trop silencieux. L'idée d'avoir ma famille près de moi, d'entendre des rires d'enfants, de cuisiner pour plus d'une personne. Bien sûr que vous pouvez rester le temps qu'il faudra. Tatiana s'est levée d'un coup et m'a serré dans ses bras. Elle sentait un parfum cher, trop cher pour quelqu'un qui venait de perdre sa maison. Merci, belle maman. Tu ne sais pas ce que cela signifie pour nous. Les enfants ont crié de joie quand on leur a dit qu'ils resteraient chez grand-mère. Santiago a couru vers moi et m'a serré la taille. Je peux avoir la chambre avec les étoiles au plafond, grand-mère? C'était la chambre qu'Ernesto avait décorée quand Rodrigo était petit. Il avait collé des autocollants qui brillaient dans le noir. Mon petit-fils s'en souvenait des quelques fois où ils étaient venus me rendre visite. Bien sûr, mon cœur. Ce même après-midi, ils ont commencé à apporter leurs affaires. Des boîtes, beaucoup de boîtes, plus que ce qui tenait dans une camionnette. Rodrigo avait loué un petit camion. Tout ça est nécessaire, ai-je demandé en voyant la quantité d'objets. C'est que nous ne savons pas combien de temps nous resterons, maman. Nous préférons avoir tout sous la main. C'était logique, du moins c'est ce que je croyais. La première semaine a été agréable. Je cuisinais pour tout le monde. Les enfants faisaient leurs devoirs dans la salle à manger. Rodrigo partait au chercher du travail. Tatiana restait à la maison. Elle disait que c'était pour s'occuper des enfants, bien qu'ils fussent déjà grands pour avoir besoin d'une nounou. Mais il y avait de petites choses, des choses que j'ai ignorées à ce moment-là. Tatiana a déplacé les meubles du salon pour faire plus d'espace. Le fauteuil d'Ernesto, celui où il passait des heures à lire, a fini entassé dans le garage. C'est qu'il est trop usé, belle maman, ça fait moche ici. Elle a remplacé les serviettes de bain par des neuves qu'elle avait achetées. Les miennes, brodées à la main par ma mère, elle les a rangées dans une boîte. Celles-ci sont plus modernes. Tu dois te moderniser, belle maman. Elle a aussi commencé à cuisiner, mais pas la nourriture que j'aimais, une nourriture différente, avec des épices que je n'avais jamais utilisées. Et quand j'essayais de cuisiner quelque chose de traditionnel, elle soupirait. Oh, belle maman, tant de graisse, ce n'est bon pour personne. Un jour, 2 semaines après leur arrivée, je suis descendue déjeuner et j'ai constaté que les rideaux de la salle à manger avaient disparu. Où sont les rideaux, ai-je demandé. Tatiana était en train de préparer un smoothie dans le mixeur. Elle ne s'est même pas retournée. Je les ai enlevés. Ils bloquaient la lumière naturelle. Ta maison était très sombre, belle maman. Il fallait de la clarté. J'avais cousu ces rideaux moi-même. Il m'avait fallu 3 semaines pour les terminer. Ils avaient un motif d'oiseau brodé que ma mère m'avait appris à faire. Mais j'aimais ces rideaux. Ils étaient très vieux, belle maman. Il était temps de changer. Rodrigo est entré à ce moment et a embrassé Tatiana sur la joue.
Bonjour, maman. Bien dormi? Mon fils, as-tu vu que Tatiana a enlevé les rideaux de la salle à manger? Ah, oui. Ça rend mieux comme ça, non? Plus lumineux. Mais je les avais fait moi-même. Ça m'a pris beaucoup de temps. Rodrigo s'est servi du café avec un sourire distrait. Maman, ne sois pas si sentimentale. Ce ne sont que des rideaux. Tatiana a bon goût. Tu devrais lui faire plus confiance. Je suis restée silencieuse, debout dans la cuisine de ma maison, sentant que d'une certaine manière, c'était moi qui étais déplacée. Tu as raison, ai-je dit finalement. Juste des rideaux. Tatiana m'a souri. Ce sourire que je croyais encore aimable. C'est comme ça que je t'aime, belle maman, que tu sois flexible. Le changement est une bonne chose. Cette nuit-là, allongée dans mon lit, j'ai regardé le plafond et j'ai pensé à Ernesto, à la façon dont il disait toujours, « Amparo, tu es trop bonne. Un jour, quelqu'un en profitera. » Mais c'était différent, n'est-ce pas? C'était ma famille. Mon fils, mes petits-enfants. Ils ne pouvaient pas profiter de moi. N'est-ce pas? Ce que je ne savais pas à ce moment-là, c'est que les rideaux n'étaient que le début. Tatiana n'était pas venue dans ma maison pour rester temporairement. Elle était venue pour la faire sienne. Et chaque jour qui passait, je disparaissais un peu plus, jusqu'à ce qu'il ne reste presque plus rien de moi. Le vrai changement a commencé la 3e semaine. Tatiana est entrée dans ma chambre sans frapper. J'étais en train de plier du linge quand je l'ai vue se tenir sur le seuil avec cette expression que je commençais à connaître trop bien, détermination déguisée en préoccupation. Belle maman, nous devons parler de cette chambre. Ma chambre? Qu'est-ce qui ne va pas? Elle est entrée et a fait le tour, touchant les objets. La coiffeuse ancienne en acajou, le miroir au cadre doré, la photo de mon mariage au mur. C'est qu'elle est trop pleine, trop chargée. Ce n'est pas sain pour toi d'avoir tant de désordre. J'ai regardé autour de moi. Ma chambre n'était pas en désordre. Chaque chose était à sa place. Chaque objet avait une histoire. Elle n'est pas en désordre, Tatiana. Elle est habitée. Exactement. C'est ça le problème. Elle s'est assise sur mon lit comme si c'était le sien. Tu vis dans le passé, entourée des affaires de ton mari qui n'est plus là. Ce n'est pas sain. Tu as besoin de lâcher prise, d'aller de l'avant. Ces mots m'ont blessé comme une gifle. Ernesto a été mon mari pendant 42 ans. Je ne vais pas me débarrasser de ses souvenirs. Je ne te demande pas de les oublier, belle maman. Juste de les ranger. De faire de la place pour le présent, pour nous. Le lendemain, pendant que j'étais sortie pour la messe, Tatiana a organisé le salon. Quand je suis revenue, les photographies d'Ernesto qui étaient sur la cheminée avaient disparu. À leur place, il y avait des bougies parfumées et une plante artificielle. Où sont les photos d'Ernesto? Je les ai rangées dans une boîte dans ton placard, belle maman. Elles seront mieux protégées de la poussière. Je ne veux pas qu'elles soient protégées de la poussière, je veux les voir. Tatiana a soupiré avec cette patience exagérée qu'on utilise avec les petits-enfants. Belle maman, tu ne peux pas transformer ta maison en sanctuaire. Ton mari repose en paix. Tu as besoin de vivre. Je suis allée à mon placard, j'ai trouvé la boîte, mais il n'y avait pas toutes les photos. Il manquait ma préférée, Ernesto et moi à Acapulco, lors de notre lune de miel. Il me portait dans ses bras pendant que les vagues nous mouillaient les pieds. Tatiana, il manque une photo. Laquelle? Celle d'Acapulco. Celle dans le cadre argenté. Ah, celle-là. Elle est tombée et le verre s'est cassé. Je l'ai jetée. Tu l'as jetée? Le cadre était rouillé de toute façon, belle maman. Il ne servait plus. J'ai senti quelque chose se briser dans ma poitrine. Pas le cadre. Moi. Cette nuit-là, Rodrigo est rentré tard. Je l'ai attendu éveillé. Mon fils, j'ai besoin de te parler. Maman, je suis fatiguée. Ça peut attendre demain? Non, ça doit être maintenant. Il s'est laissé tomber sur le canapé avec un soupir d'agacement. D'accord. Qu'est-ce qui se passe?
Tatiana jette les affaires de ton père. Elle a changé toute la maison et je me sens comme une étrangère dans ma propre demeure. Rodrigo ne m'a même pas regardé dans les yeux. Il fixait son portable. Maman, Tatiana essaie juste d'aider. Cette maison était très négligée, très ancienne. C'est ma maison, Rodrigo, et j'aimais comment elle était. Eh bien, peut-être avais-tu besoin que quelqu'un te montre qu'il y a d'autres façons de vivre. Il a finalement levé les yeux. Tu sais quel est ton problème, maman? Tu t'accroches trop au passé. Papa est mort il y a 5 ans. Il est temps que tu passes à autre chose. Ces mots m'ont transpercé comme des couteaux. Passer à autre chose, ça signifie oublier ton père? Ça signifie arrêter de vivre dans un musée. Il s'est levé. Tatiana essaie de moderniser les choses. Tu devrais être reconnaissante que quelqu'un se soucie de toi. Et il est parti dormir. Je suis restée assise dans l'obscurité du salon, avec les bougies parfumées de Tatiana embaumant l'air d'une odeur qui n'était pas celle de ma maison. Et pour la première fois depuis qu'ils avaient emménagé, j'ai pleuré. Mais le pire n'était pas encore arrivé. Une semaine plus tard, Tatiana est entrée dans la cuisine avec un grand sourire. Belle maman. J'ai une nouvelle merveilleuse. J'ai engagé une entreprise de nettoyage en profondeur. Ils viennent demain pour tout laisser impeccable. Entreprise de nettoyage? Mais je nettoie la maison. Oh, belle maman, avec tout le respect que je te dois, tu nettoies à l'ancienne. Nous avons besoin d'une désinfection professionnelle. Ne t'inquiète pas, je paie. Le lendemain, 3 personnes sont arrivées avec des uniformes et des produits de nettoyage industriel. Tatiana les dirigeait comme un général en guerre. Ces meubles du garage, jetez-les à la poubelle. Ces boîtes aussi. Et cette vieille vitrine, s'il vous plaît, sortez-la. Attends. J'ai couru vers eux. Cette vitrine était à ma grand-mère. Tu ne peux pas la jeter? Elle est pleine de mythes, belle maman. C'est un nid à insectes. Ça m'est égal, c'est ma famille. Tatiana a fait un geste d'exaspération. D'accord, nous la laissons, mais au moins, laissez-les sortir toutes ces vieilles choses du garage. Je n'ai pas prêté attention à ce qu'ils sortaient exactement du garage. Erreur fatale. 2 jours plus tard, j'ai cherché la collection de disques vinyles d'Ernesto. Les disques de boléro qu'il avait collectionnés pendant 30 ans, ceux que nous mettions le dimanche après-midi pendant qu'il me serrait dans ses bras dans la cuisine et chantait à mon oreille. Il n'était pas là. Tatiana, où sont les disques d'Ernesto? Les disques? Ah, belle maman, ceux-là, les nettoyeurs les ont jetés. Ils étaient rayés. On ne pouvait même plus écouter certains. Ils les ont jetés? Oui. Mais ne t'inquiète pas, maintenant il y a Spotify, tu peux écouter la chanson que tu veux. Je me suis assise par terre dans le garage, juste là où se trouvait autrefois le fauteuil d'Ernesto, où se trouvaient autrefois ses disques, ses souvenirs, notre vie. Et j'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis ses funérailles. Tatiana est apparue à la porte. Oh, belle maman, ne sois pas si dramatique. Ce ne sont que des choses, juste des objets. Mais ce n'était pas juste des objets. C'étaient des morceaux de ma vie, des morceaux d'Ernesto, des morceaux de moi. Et elle les jetait à la poubelle un par un. Cette nuit-là, j'ai raconté cela à Consuelo, ma voisine de toujours. Elle avait 72 ans et était veuve comme moi. Nous nous sommes assises dans son jardin avec du café de Hola. Amparo, cette femme est en train de t'effacer, a-t-elle dit avec sa franchise caractéristique. Elle efface ton histoire pour écrire la sienne. Mais c'est ma belle-fille, la femme de mon fils. Et cela la rend plus dangereuse. Parce qu'elle vient avec l'étiquette de famille, et toi, par respect pour ton fils, tu supportes ce que tu ne supporterais pas d'une étrangère. Ces mots m'ont tourné dans la tête toute la nuit. Le lendemain, Tatiana a repeint le salon sans prévenir, sans demander. Quand je suis revenue du marché, les murs qui avaient été couleur pêche pendant 20 ans étaient maintenant gris foncé. Tu aimes? A-t-elle demandé fièrement. C'est la couleur à la mode. Ça a l'air très élégant. J'ai choisi ce pêche avec Ernesto. Nous avons passé tout un week-end à peindre ensemble. Eh bien, maintenant, c'est gris.
Le pêche était démodé, belle maman. Il faut se mettre à jour. Rodrigo est arrivé et a applaudi. Waouh! C'est incroyable, chérie, très moderne. Ta mère n'est pas contente, a dit Tatiana avec une voix de victime. Rodrigo m'a regardé avec déception. Maman, vraiment, Tatiana fait un effort pour améliorer la maison et tu ne fais que te plaindre. Je n'ai pas demandé qu'on l'améliore. J'aimais comment elle était. Eh bien, personne d'autre n'aimait. C'était déprimant. Ce mot, déprimant, comme si ma vie avec Ernesto avait été déprimante. Je suis allée dans ma chambre sans dîner, et cette nuit-là, allongée dans l'obscurité, j'ai réalisé quelque chose de terrible. Je ne reconnaissais plus ma propre maison. Les murs, les meubles, les odeurs, tout était différent, tout était à Tatiana, et j'étais en train de devenir la locataire de mon propre foyer. Mais si vous pensiez que perdre mes souvenirs était le pire que Tatiana m'ait fait, vous vous trompiez. Car ce qui est venu ensuite n'était pas seulement voler des objets, c'était voler quelque chose de beaucoup plus précieux. Et quand je l'ai découvert, j'ai compris que ma belle-fille n'était pas seulement manipulatrice, c'était une voleuse, et mon fils, mon propre fils, le savait. C'était un jeudi après-midi, le 18 janvier. Je me souviens de la date exacte parce que c'était le 43e anniversaire d'Ernesto. S'il avait été vivant. Je mettais toujours des fleurs fraîches sur sa photo ce jour-là, mais sa photo n'était plus dans le salon, elle était rangée dans une boîte dans mon placard. Je suis descendue à la cuisine pour me préparer un thé. J'avais besoin de quelque chose pour me calmer. Ces derniers jours, j'avais mal dormi, des cauchemars où ma maison devenait de plus en plus petite et où je ne trouvais pas la sortie. Tatiana était dans la salle à manger, son ordinateur portable ouvert. Elle parlait au téléphone avec quelqu'un. Oui, je l'ai toujours. C'est de la porcelaine de Chine authentique, des anciennes. Elle a des détails en or 24 carats. Une pause. Non, elle n'est pas volée. Elle est de ma famille. Une autre pause. 450 €, c'est très peu. Elle vaut au moins 800 €. Je me suis approchée. Sur l'écran de son ordinateur portable, il y avait des photos de mon service de vaisselle. La vaisselle en porcelaine de Chine qu'Ernesto m'avait offerte pour notre 3e anniversaire de mariage. Il l'avait achetée lors d'un voyage d'affaires à San Francisco. Il avait économisé pendant des mois pour la payer. Chaque assiette avait des fleurs de cerisier peintes à la main. Chaque tasse avait le bord doré. Le service complet, 12 assiettes creuses, 12 assiettes plates, 12 tasses avec leur soucoupe. Nous ne l'utilisions jamais, elle était trop précieuse. Je la gardais dans la vitrine de la salle à manger juste pour l'admirer. Tatiana. Ma voix est sortie tremblante. Qu'est-ce que tu fais? Elle a levé les yeux avec un sourire tranquille, trop tranquille. Ah, belle maman, je vends la vaisselle de Chine. Vendre ma vaisselle? Eh bien, techniquement, elle est dans ta maison, mais personne ne l'utilise. Elle ne fait qu'accumuler la poussière, et nous avons un besoin urgent d'argent. J'ai senti le sol bouger sous mes pieds. Cette vaisselle m'a été donnée par Ernesto. Elle n'est pas à vendre. Belle maman, sois raisonnable. Ce ne sont que des plats, et nous sommes dans une situation très difficile. Rodrigo n'a pas trouvé de travail. Les enfants ont besoin de nouvelles fournitures scolaires. Le loyer du garde-meuble où nous avons nos affaires arrive à échéance la semaine prochaine et nous n'avons pas de quoi le payer. Et c'est pour ça que tu vas vendre mes affaires? Ce ne sont pas seulement tes affaires, belle maman. Nous sommes une famille. Ce qui est à toi est à nous. C'est comme ça que les familles fonctionnent. Mes mains tremblaient. Mon cœur battait si fort que je sentais mon pouls dans les oreilles. Annule cette vente maintenant. Tatiana a fermé son ordinateur portable avec un soupir dramatique. Tu sais quel est ton problème, belle maman? Tu es égoïste. Nous t'accueillons, nous prenons soin de toi, nous te tenons compagnie pour que tu ne sois pas seule dans cette immense maison, et tu n'es pas capable de nous aider quand nous en avons le plus besoin. Qu'est-ce que tu vas faire de ces plats? Les regarder jusqu'à ce que tu meurs? Ces mots m'ont frappé comme des coups de poing. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est mon histoire. C'est ce qu'Ernesto m'a laissé. Ernesto est mort, belle maman.
Les morts n'ont pas besoin de vaisselle. Les vivants ont besoin d'argent pour manger. À ce moment, Rodrigo est entré. Il venait avec un sac de viennoiserie. Que se passe-t-il? J'entends des cris depuis dehors. Ta mère ne veut pas que nous vendions la vaisselle de Chine, a dit Tatiana avec une voix d'enfant grondée. Elle préfère que ses petits-enfants aient faim plutôt que de se séparer de quelques vieux plats. Rodrigo m'a regardé avec cette expression qui me brisait l'âme, déception, fatigue, agacement. Maman, tu vas vraiment faire un drame pour des plats? Ce ne sont pas juste des plats, c'est le cadeau d'anniversaire que ton père m'a offert. Et je suis sûre que papa préférerait que ses petits-enfants mangent plutôt que d'avoir des plats rangés que personne n'utilise. Il s'est approché de Tatiana et lui a mis une main sur l'épaule. Vends la vaisselle, mon amour. Ma mère va comprendre. Je ne vais pas comprendre. Vous n'avez pas le droit. Tatiana s'est levée, les larmes aux yeux. Des larmes parfaites qui coulaient juste au centre de ses joues sans gâcher son maquillage. Tu sais quoi, belle maman? Tu as raison. Nous n'avons droit à rien. Nous ne sommes qu'un fardeau pour toi. Rodrigo, tu as entendu ta mère. Nous ne sommes pas les bienvenus ici. On ferait mieux de faire nos valises et d'aller à la rue. Après tout, qu'importe que les enfants dorment dans un foyer? Au moins, la vaisselle de belle-maman sera en sécurité. Mon amour, ne dis pas ça. Rodrigo l'a serré dans ses bras et m'a regardé avec dureté. Maman, tu vois ce que tu fais? Tu vois comme tu la blesses? Je ne pouvais pas y croire. D'une certaine manière, j'étais la méchante de l'histoire. Rodrigo, cette vaisselle a beaucoup de valeur pour moi. Eh bien, pour nous, elle vaut de quoi manger. A crié mon fils. Il ne m'avait jamais crié dessus ainsi. Mais ne t'inquiète pas, maman. Nous ne toucherons pas à ta précieuse vaisselle. Nous ne toucherons à rien. En fait, nous ferions mieux de partir pour que tu puisses vivre seul avec tes souvenirs et tes affaires sans que personne ne te dérange. Il a commencé à marcher vers les escaliers. Tatiana l'a suivi en sanglotant. Les enfants sont apparus dans le couloir, l'air effrayé. Qu'est-ce qui se passe, papa? A demandé Santiago d'une petite voix. Rien, mon fils. On va faire nos valises. Votre grand-mère veut qu'on s'en aille. Je n'ai pas dit ça, ai-je crié. Mais personne ne m'a entendu. 2 heures se sont écoulées. 2 heures où j'ai entendu des mouvements à l'étage, des boîtes traîner, des portes se fermer, le doux sanglot de Valeria. Et moi, assise dans la cuisine, les mains tremblantes sur la table, me demandant comment j'en étais arrivée là. Finalement, Rodrigo est descendu. Tatiana est seule à l'étage en train de faire les valises. Les enfants sont confus et effrayés. J'espère que tu es fier de toi. Rodrigo, j'ai juste demandé qu'ils ne vendent pas la vaisselle de ton père. Et qu'est-ce que tu voulais qu'on fasse, maman? Qu'on mendie dans la rue? Qu'on arrête de manger? Il s'est assis en face de moi, les yeux vitreux. Je pensais que tu étais différente. Je pensais que tu comprendrais. Mais il s'avère que tu es comme toutes les vieilles égoïstes qui ne pensent qu'à leurs affaires et pas à leur famille. Ces mots, vieille égoïste. Mon propre fils. D'accord, ai-je murmuré. Qu'elle vende la vaisselle. Quoi? Qu'elle la vende. Si c'est ce dont vous avez besoin, qu'elle la vende. Rodrigo a cligné des yeux, surpris. Puis son visage s'est adouci et il m'a pris les mains. Maman, je savais que tu comprendrais. Merci. Merci. Je te promets que quand j'aurai du travail, je t'en achèterai une autre pareille. Il est monté en courant les escaliers en criant, « Mon amour, ma mère a dit que nous pouvions rester. » Cette nuit-là, allongée dans mon lit, j'ai regardé la vitrine vide de la salle à manger. Tatiana avait emballé la vaisselle immédiatement, comme si elle avait peur que je change d'avis. 2500 € valait cette vaisselle. Je le sais parce que quand Ernesto est mort, un évaluateur était venu faire l'inventaire pour le testament. 2500 € de souvenirs, d'amour, d'années de mariage. Et ma belle-fille allait la vendre pour 450 €. Le lendemain, Tatiana est sortie tôt. Elle est revenue 6 heures plus tard avec des sacs de vêtements neufs. Des pantalons de marque, des chemisiers de créateurs,
des chaussures coûteuses. Tu as réussi à vendre la vaisselle, ai-je demandé. Oui, belle maman. Heureusement. Avec ça, nous avons pu payer le loyer du garde-meuble. Mais les sacs dans ses mains racontaient une autre histoire. Tatiana, ces sacs. Ah, ça. C'est que j'ai trouvé des offres incroyables, un 2 pour 1. Je n'ai pas pu résister. Tu as acheté des vêtements avec l'argent de ma vaisselle? Pas tous les vêtements. J'ai aussi payé le loyer et acheté des fournitures pour les enfants. Et bon, je méritais bien de me faire plaisir, tu ne crois pas? J'ai été très stressée. Elle est allée dans sa chambre en sifflotant une chanson, et je suis restée là, debout dans mon salon gris foncé, avec mes murs nus, avec ma vitrine vide, comprenant finalement la vérité. Ils n'étaient pas venus pour rester temporairement. Ils étaient venus pour prendre tout. Mais si vous pensiez que me voler des souvenirs et des biens suffisait à me détruire, vous vous trompiez. Car ce qui est venu ensuite n'était pas seulement me voler des objets, c'était me voler quelque chose de beaucoup plus précieux. Et quand je l'ai découvert, j'ai compris que ma belle-fille n'était pas seulement manipulatrice, c'était une voleuse, et mon fils, mon propre fils, le savait. Parce que Tatiana avait un plan beaucoup plus élaboré, un plan qui impliquait des mensonges, de faux hôpitaux et 6 500 € que j'allais lui donner volontairement. Car quand un serpent identifie sa proie, il ne s'arrête pas avant de la dévorer complètement. 2 semaines après l'incident de la vaisselle, Tatiana a commencé à se comporter étrangement, plus étrangement que d'habitude. Elle se levait tard. Elle marchait dans la maison, une main sur le front, soupirant profondément. Elle laissait sa nourriture à moitié en disant qu'elle n'avait pas d'appétit, et chaque fois que quelqu'un lui demandait ce qui n'allait pas, elle répondait par un dramatique « Rien, rien, ça ira ». Mais elle le disait de cette manière qui criait « Demandez-moi plus, s'il vous plaît, demandez-moi ». C'est Valeria qui est finalement tombée dans le piège. « Maman, tu es malade ?» Tatiana a porté la main à sa poitrine et ses yeux se sont remplis de larmes. « Je ne veux pas vous inquiéter, mon amour. J'ai juste quelques symptômes bizarres, mais ce n'est rien de grave, sûrement. » Rodrigo s'est levé de table, alarmé. « Quel genre de symptômes ? » Vertige, nausée. Et bon, j'ai un peu saigné. Elle a baissé la voix comme si c'était un terrible secret. De zone où ça ne devrait pas, mon cœur a fait un bond. Malgré tout, je ne souhaitais de mal à personne, encore moins une maladie grave. Tatiana, tu dois aller voir un médecin, ai-je dit immédiatement. Je ne peux pas, belle maman. Nous n'avons pas d'assurance maladie maintenant que nous avons perdu le travail, et une consultation privée avec un spécialiste coûte une fortune. Peu importe le prix, ta santé est plus importante. Tatiana m'a regardé avec ses yeux grands et brillants, comme si j'étais sa sauveuse. Vraiment, belle maman, tu nous aiderais avec ça? Bien sûr, nous prenons rendez-vous demain. Cette nuit-là, j'ai entendu Rodrigo et Tatiana parler dans leur chambre. Leur voix passait par la fente de la porte. Je t'avais dit que ça marcherait, a chuchoté Tatiana. Ta mère a un cœur de poule, il suffit de lui faire peur un peu. Je n'ai pas pu entendre la réponse de Rodrigo, mais je n'ai pas voulu le croire non plus. J'avais sûrement mal compris. Le lendemain, Tatiana m'a montré le nom d'une clinique, centre médical spécialisé Santa Lucia. Cela sonnait prestigieux, coûteux. Le docteur Melgar est le meilleur oncologue de la ville, a-t-elle dit d'une voix tremblante. Mais ces consultations coûtent 200 €. C'est bon, je paie. Je l'ai accompagnée au rendez-vous, mais quand nous sommes arrivés, elle m'a demandé d'attendre dehors. Belle maman. Ce sont des examens très intimes. J'ai honte que tu sois là. Ça ne te dérange pas d'attendre dans la salle? Bien sûr que non, ma fille. Vas-y tranquillement. J'ai attendu 2 heures. 2 heures à regarder de vieilles revues dans une salle d'attente impeccable avec des sols en marbre et de coûteuses plantes ornementales. Quand elle est sortie, elle avait les yeux rouges d'avoir pleuré. Qu'a dit le docteur, ai-je demandé en me levant d'un bond. J'ai besoin d'examens. Beaucoup d'examens, résonance magnétique, tomographie, analyse sanguine spécialisée. Sa voix s'est brisée. Et une biopsie. Mon Dieu, c'est. Ils ne savent pas encore, c'est pour ça qu'ils ont besoin des examens, mais le docteur a dit que plus vite nous les faisons,
mieux ce sera. Elle m'a pris les mains. Belle maman, je sais que c'est beaucoup demandé. Je sais que nous avons déjà abusé de ta générosité, mais j'ai peur, tellement peur. Combien coûtent les examens? 6 500 €. Elle a dit le chiffre comme si c'était un arrêt de mort. C'est énormément d'argent, trop. Nous n'avons pas de quoi payer. Peut-être que je peux attendre quelques mois, jusqu'à ce que Rodrigo trouve du travail. Tu ne peux pas attendre si c'est grave. Allons à la banque tout de suite. Tatiana m'a serré dans ses bras si fort que je pouvais à peine respirer. Merci, belle maman. Merci. Tu ne sais pas ce que cela signifie pour moi, pour mes enfants. Nous sommes allés à la banque ce même après-midi. J'ai vendu 2 petits terrains que j'avais à Morlo. Des terrains qu'Ernesto avait achetés en pensant construire une maison de campagne un jour. Des terrains qui valaient plus de 6 500 €, mais je les ai vendus rapidement, sans marchander, car une vie humaine vaut plus que n'importe quelle propriété. Je lui ai remis l'argent dans une enveloppe manille. Que Dieu te bénisse, ma fille, et que tout se passe bien. Elle a pleuré dans mes bras. Des larmes que je croyais alors sincères. Pendant les 2 semaines suivantes, Tatiana sortait tôt pour faire les examens. Elle revenait fatiguée, pâle, avec des histoires d'aiguilles, de machines et de docteurs inquiets. Avez-vous déjà les résultats? Demandais-je chaque jour. Pas encore, belle maman. Ce sont des examens très complexes. Ça prend du temps. Les enfants étaient effrayés. Santiago m'a demandé un soir, grand-mère, maman va mourir? Non, mon cœur, ta maman va aller bien. Les docteurs vont la guérir. Mais au fond, j'avais peur moi aussi. Et puis, ce mardi 5 février est arrivé, jour de marché dans le quartier. Je suis allée acheter des légumes. Le stand de Doña Remedio était à côté de celui de Don Chava, qui vend du poulet. Et là, au milieu d'une conversation sur le prix des tomates, Doña Remedio m'a dit, dis donc, Amparo, j'ai vu ta belle-fille l'autre jour à la Plaza Satellite. Elle avait l'air très bien, très jolie. Quand l'as-tu vue? Vendredi dernier. Elle sortait d'une de ces cliniques de chirurgie esthétique très élégantes. Le monde s'est arrêté. Chirurgie esthétique? Oui, la clinique Monteverde. Ma nièce y travaille comme réceptionniste. Elle m'a dit que ta belle-fille s'était refait le nez. C'est très réussi, d'ailleurs. Je suis rentrée à la maison, les sacs de course tremblants dans les mains. Tatiana était dans le salon, regardant la télévision, mangeant du pop-corn avec son nouveau-né. C'était subtil, mais maintenant que je le savais, je pouvais le voir. La pointe un peu plus retroussée, l'arête plus fine. Tatiana, je peux te parler? Bien sûr, belle maman. Qu'est-ce qui se passe? J'ai croisé Doña Remedio au marché. Son visage n'a pas changé, pas un muscle. Ah, très bien. Comment va cette dame? Bien. Elle m'a dit qu'elle t'avait vu sortir de la clinique Monteverde. Silence. La clinique de chirurgie esthétique. J'ai continué d'une voix tremblante. Vendredi dernier, le jour où tu étais censé faire la résonance magnétique. Tatiana a posé le bol de pop-corn sur la table, lentement, avec soin. Belle maman, je peux l'expliquer? Expliquer quoi? Ma voix est sortie plus forte que je ne le voulais. Expliquer que tu m'as menti, que tu m'as extorqué 6 500 € avec une maladie inventée? Je n'ai rien inventé. Je me sentais mal. Tu t'es fait opérer du nez avec mon argent. Elle s'est levée du canapé avec cette rapidité qui m'effrayait. Et alors si je l'ai fait? Où est le problème? J'ai aussi le droit de me sentir bien dans ma peau. Tout ne tourne pas autour de toi et de tes besoins. C'était mon argent. De l'argent que j'ai donné parce que je croyais que tu étais malade. J'étais malade. Malade d'insécurité, malade de faible estime de moi. Elle a touché son nez avec fierté. Cette chirurgie m'a sauvé la vie autant que n'importe quel traitement contre le cancer. Je ne pouvais pas le croire. Je ne pouvais pas croire un tel culot. Je veux mon argent. Tatiana a éclaté de rire, un rire froid qui m'a glacé le sang. Ton argent, belle maman? Tu me l'as donné. C'était un cadeau.
Il n'y a pas de remboursement. Ce n'était pas un cadeau. C'était pour ton traitement médical. Et je l'ai utilisé pour un traitement médical. Chirurgie reconstructrice. C'est la même chose. À ce moment, Rodrigo est entré. Il portait l'uniforme d'un restaurant. Il avait enfin trouvé un travail de serveur. Qu'est-ce qui se passe ici? J'entends des cris depuis la rue. Ta mère me harcèle, a dit Tatiana avec la voix de la victime parfaite. Elle me reproche d'avoir utilisé l'argent qu'elle m'a donné pour une chirurgie dont j'avais besoin. Une chirurgie dont tu avais besoin? Je me suis tournée vers mon fils. Rodrigo, elle m'a menti. Elle m'a dit qu'elle avait le cancer. Elle m'a extorqué 6 500 € pour se faire opérer du nez. J'espérais que mon fils prendrait mon parti, qu'il s'indignerait, qu'il la confronterait, mais au lieu de cela, il a soupiré de fatigue. Maman, on savait déjà que Tatiana allait se faire opérer du nez. Le sol a disparu sous mes pieds. Quoi? Ça la gênait beaucoup. Elle voulait se le faire arranger depuis des années. Je lui ai dit de profiter du fait que tu avais offert l'argent. Je n'ai pas offert d'argent pour une chirurgie esthétique. J'ai offert de l'argent parce que je croyais qu'elle était malade. Rodrigo s'est approché et m'a parlé comme si j'étais une petite fille. Maman, est-ce que ça importe vraiment l'usage qui a été fait de l'argent? Au final, tu as aidé ta belle-fille à se sentir mieux dans sa peau. Tu devrais être fière. Fière? Vous m'avez menti. Nous ne t'avons pas menti. Nous ne t'avons simplement pas donné tous les détails. Il a haussé les épaules. Et puis, qu'allais-tu faire de ces 6 500 €? Les garder jusqu'à ta mort? Au moins, maintenant, ils ont servi à quelque chose d'utile. Tatiana s'est croisé les bras avec un sourire de satisfaction. Si j'étais toi, je ne ferais pas autant de scandales, belle maman, à moins que tu ne veuilles qu'on s'en aille. Parce que si nous continuons à nous disputer comme ça, il sera impossible de cohabiter sous le même toit. C'était une menace déguisée en préoccupation, mais une menace tout de même. Et le pire, c'est que ça a marché. Parce que l'idée de me retrouver seule à nouveau, de revenir au silence de cette maison vide, m'effrayait plus que de perdre de l'argent. D'accord, ai-je murmuré. Oubliez ça. C'est comme ça que je t'aime, maman. Rodrigo m'a tapoté l'épaule. Demain, tout ira mieux. Tu verras. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée éveillée à fixer le plafond, sentant comment chaque morceau de moi s'effondrait. Ma vaisselle, mes souvenirs, mon argent, ma dignité. Que restait-il? Et plus important encore, jusqu'où cela irait-il avant que je disparaisse complètement? Mais ce que je ne savais pas, c'est que Tatiana et Rodrigo n'allaient pas se contenter de 6 500 €, ni de mes biens, ni de ma maison rénovée à leur goût. Non. Ils voulaient tout. Et j'étais sur le point de découvrir exactement jusqu'où ils étaient prêts à aller pour l'obtenir. Car une nuit, je suis descendue chercher un verre d'eau et j'ai entendu une conversation qui allait changer ma vie à jamais. C'était le 22 février, 2h37 du matin. Je le sais parce que j'ai regardé l'horloge avant de me lever. J'avais la gorge sèche, ce genre de sécheresse qui vous réveille et ne vous laisse pas vous rendormir tant que vous n'avez pas bu d'eau. J'ai mis ma robe de chambre et suis descendue doucement les escaliers. Les marches en bois craquaient la nuit, et je ne voulais réveiller personne. La maison était dans le noir, à l'exception de la lumière de la lune qui entrait par la fenêtre du couloir. J'étais à mi-chemin de la cuisine quand j'ai entendu des voix. Elles venaient du patio arrière, des voix chuchotées, Rodrigo et Tatiana. Quelque chose dans mon instinct m'a dit de ne pas allumer la lumière, de ne faire aucun bruit. Je suis restée paralysée près de la porte de la cuisine qui donne sur le patio, cachée par les ombres. Et si ça ne marche pas? C'était la voix de Rodrigo. Elle sonnait nerveuse. Et si elle refuse? Elle ne refusera pas, la voix de Tatiana était froide, calculatrice. Rien à voir avec le ton doucereux qu'elle utilisait avec moi. C'est presque fait, mon amour. Nous n'avons besoin que de quelques mois de plus. Quelques mois de plus de quoi? De l'amollir, de lui faire sentir qu'elle a besoin de nous, qu'elle est vieille, qu'elle ne peut plus toute seule. J'ai entendu le bruit d'une cigarette s'allumer. Tatiana fumait en cachette.
Elle croyait que je ne le savais pas. Dans 3 mois maximum, a-t-elle poursuivi, on la convainc de signer la maison à ton nom pour sa propre sécurité, tu comprends? On lui dit que s'il lui arrive quelque chose, si elle tombe malade, ça va être un problème juridique énorme. Qu'il vaut mieux que tout soit en ordre. Mon cœur a commencé à battre si fort que j'ai eu peur qu'il l'entende. Et si elle se méfie, a demandé Rodrigo. Elle ne se méfiera pas. Elle est seule. Elle n'a que nous. Et en plus, Tatiana a ricané. Nous lui avons déjà montré qui commande ici. On a jeté ses affaires, changé sa maison, on lui a extorqué de l'argent et elle n'a rien fait, absolument rien. Elle est faible, Rodrigo, et les faibles perdent toujours. J'ai senti mes jambes trembler. Je me suis appuyée contre le mur pour ne pas tomber. Et après, quoi? La voix de mon fils était hésitante. Après qu'elle ait signé. Tatiana a exhalé la fumée. Après, on la convainc qu'elle serait mieux dans une résidence, un asile. Il y en a des bons marchés à Nezahualcóyotl, environ 200 € par mois. Rien comparé à ce que vaut cette propriété. Un asile. Mais maman. Ta mère a déjà vécu, Rodrigo. Elle a eu son temps. Elle a eu son mariage heureux avec ton père, elle a élevé son fils. Et nous? Allons-nous vivre toute notre vie serrée dans de petits appartements, à payer des loyers éternels pendant qu'elle vit seule dans cette immense maison? Mais c'est ma mère. Et c'est pour ça qu'on ne va pas la laisser à la rue, on va lui payer un asile. Elle sera bien soignée. Elle aura à manger, un toit, des infirmières. Sa voix est devenue plus dure. Rodrigo, cette maison vaut au minimum 220 000 €. 220 000 €. Tu sais ce qu'on peut faire avec cet argent? Il y a eu un silence, long et lourd. On pourrait acheter l'appartement dans la Condesa qu'on a vu, a dit Rodrigo finalement. Sa voix n'était plus hésitante, elle était excitée. Celui de 3 chambres avec vue sur le parc. Exactement. Et il nous en restera encore pour monter un commerce ou pour investir, ou pour ce qu'on voudra. Tatiana a jeté sa cigarette et l'a écrasée du pied. Ta mère n'a plus besoin de cet espace. Nous, si. Nous avons des enfants, nous avons un futur. Elle n'a que le passé. Et si elle dit non? Si elle ne veut pas signer? Tatiana a ri. Un rire qui m'a glacé jusqu'aux os. Elle ne dira pas non, parce qu'en mai, elle sera tellement usée, tellement fatiguée, tellement seule émotionnellement, qu'elle signera n'importe quoi pour qu'on ne l'abandonne pas. Fais-moi confiance. Je sais comment fonctionnent ces vieilles. Ma grand-mère était pareille. Il suffit de leur briser l'esprit petit à petit. Et quand elles n'ont plus la force de se battre, elles sont à toi. Tu as raison. La voix de Rodrigo était maintenant convaincue. Ma mère a assez vécu. Nous méritons cette maison. Ces mots. Ma mère a assez vécu. Nous méritons cette maison. Sortant de la bouche de mon fils, mon unique fils, le bébé que j'avais porté pendant 9 mois, l'enfant que j'avais allaité, l'adolescent que j'avais aidé à faire ses devoirs jusqu'à minuit, le jeune homme que j'avais soutenu quand personne d'autre ne croyait en lui. Mon fils, planifiant de me voler tout et de me mettre dans un asile bon marché. J'ai senti quelque chose se briser dans ma poitrine, mais ce n'était pas mon cœur. C'était la dernière illusion que ma famille m'aimait. Allons dormir, a dit Tatiana. Demain, je dois continuer le théâtre de la belle-fille parfaite. J'ai du mal à faire semblant de l'aimer bien. Ils ont ri ensemble, complices. J'ai entendu leurs pas se rapprocher de la porte. Je me suis déplacée rapidement, montant les escaliers le plus silencieusement possible. Je suis arrivée dans ma chambre juste au moment où je les entendais entrer dans la maison. Je me suis glissée sous les couvertures, j'ai fermé les yeux, mais je n'ai pas dormi. Je n'allais pas redormir tranquillement avant longtemps, car dans cette conversation, dans ces horribles minutes, cachées dans l'obscurité, l'Amparo naïve est morte et une autre est née, une Amparo qui a compris que l'amour maternel n'était pas suffisant, que la bonté pouvait être une faiblesse mortelle, que mon propre fils était capable de me trahir de la pire des manières. Je me suis levée du lit et me suis assise sur le bord. Mes mains tremblaient, mais mon esprit était étrangement clair. J'ai regardé la photographie d'Ernesto sur ma table de nuit, la seule qui me restait.
Qu'est-ce que je fais, mon amour, ai-je chuchoté. Que ferais-tu si tu étais là? Et puis je me suis souvenu de quelque chose qu'Ernesto m'avait dit une semaine avant de mourir. Nous étions à l'hôpital. Il savait déjà qu'il n'en sortirait pas, Amparo, quand je ne serai plus là, des gens viendront qui voudront profiter de toi, de ta bonté, de ta solitude. Et il faut que tu me promettes quelque chose. Ne les laisse pas te transformer en victime. Bats-toi, même si c'est ton propre sang qui t'attaque, bats-toi. À ce moment-là, je n'avais pas compris pourquoi il me disait cela. J'avais pensé que c'était la morphine qui parlait, mais maintenant, je comprenais. Ernesto savait. Il connaissait notre fils mieux que je ne voulais l'admettre. Je me suis levée et suis allée à mon placard. Au fond, derrière les boîtes où Tatiana avait rangé mes affaires, il y avait un petit coffre-fort. Je l'ai ouvert avec la combinaison que seul moi connaissais. À l'intérieur se trouvaient les documents de la maison, les actes notariés, les papiers du testament, tout. Et il y avait aussi une carte de visite. Maître Arturo Bermudesoli, notaire public. Le meilleur ami d'Ernesto, l'avocat qui nous avait aidés avec toutes nos démarches légales pendant 30 ans. J'ai saisi la carte et l'ai tenue entre mes doigts. Il était 3h15 du matin, mais peu importait, car à cet instant, j'ai pris une décision. Je n'allais pas être une victime. Je n'allais pas finir dans un asile bon marché pendant que mon fils et sa femme profiteraient de ma maison. Je n'allais pas les laisser m'effacer. J'allais me battre, mais je n'allais pas me battre en criant. Je n'allais pas me battre en pleurant. Je n'allais pas faire de scènes dramatiques. J'allais me battre en silence. J'allais planifier. J'allais attendre, et quand le moment parfait arriverait, j'allais leur fermer la porte au nez. Littéralement et figurativement. Je me suis recouchée, cette fois avec une étrange sensation de calme, car pour la première fois depuis 3 mois, j'avais le contrôle. Ils ne le savaient pas encore, mais ils allaient le découvrir. Car pendant que Tatiana et Rodrigo dormaient paisiblement cette nuit-là, sur de leur plan parfait, j'étais éveillée dans l'obscurité, en pleine transformation. La femme faible qu'ils avaient connue était en train de mourir, et à sa place naissait quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui allait leur prouver que sous-estimer une femme de 68 ans était la pire erreur de leur vie. Le lendemain matin, je suis descendue déjeuner comme d'habitude. J'ai mis ma robe de chambre fleurie, je me suis fait un café, j'ai chauffé des tortillas. Tatiana est entrée dans la cuisine en bâillant, dans son pyjama de soie chère qu'elle avait acheté avec mon argent. « Bonjour, belle maman. Bien dormi ?» Je l'ai regardée. Je l'ai vraiment regardée, et pour la première fois, j'ai vu ce qu'elle était, une prédatrice, une femme qui avait étudié chacun de mes mouvements, chacune de mes faiblesses, et les avait transformés en armes. Mais elle ne savait pas que je pouvais apprendre moi aussi. « Très bien, ma fille. Et toi ? » Comme une pierre. Elle s'est servie du café. « Dis donc, belle maman, je pensais. Qu'est-ce que tu dirais si nous commencions à regarder les options de résidence pour personnes âgées ? Pas pour y aller maintenant, bien sûr, juste pour avoir des options, au cas où tu en aurais besoin un jour. » Voilà, elle commençait à planter la graine. 2 jours auparavant, j'aurais paniqué, j'aurais demandé pourquoi, j'aurais pleuré. Mais l'Amparo d'hier était morte dans l'obscurité de 2h37. Tu sais quoi, Tatiana ? Tu as raison. À mon âge, on ne sait jamais. Ce serait bien d'être préparé. Son visage s'est illuminé de surprise et de satisfaction. Vraiment ? C'est bien que tu le prennes avec maturité, belle maman. La plupart des gens de ton âge résistent à ces sujets. Eh bien, je ne suis pas la majorité. J'ai souri. Un petit sourire. Il faut être pratique. Quand Tatiana est montée prendre sa douche, j'ai sorti mon portable et j'ai composé le numéro de la carte. Cabinet de Maître Bermudé. Bonjour. C'est Amparo Sandoval, veuve de Cortés. J'ai besoin de prendre un rendez-vous urgent avec Maître, mais que ce soit à son bureau, pas chez moi. Et s'il vous plaît, que ce soit aujourd'hui si possible. Un instant, madame. Pause. Maître peut vous recevoir à 16h cet après-midi. Parfait, j'y serai. J'ai raccroché juste au moment où Rodrigo entrait dans la cuisine. Bonjour, maman.
À qui parlais-tu? Au docteur. Ils m'ont rappelé que j'ai un rendez-vous pour mes examens de routine. J'ai menti avec tant de naturel que je me suis surprise moi-même. Ah, très bien. Tu veux que je t'accompagne? Non, mon fils, je sais que tu dois travailler. Je peux y aller seule. À 15 heures, j'ai quitté la maison. J'ai pris un Uber jusqu'au bureau de Maître Bermudé dans le quartier de Polanco. La secrétaire m'a fait entrer immédiatement. Maître s'est levé de son bureau quand il m'a vu. Il avait 70 ans, les cheveux complètement blancs, et ses yeux qui avaient tout vu. Doña Amparo. Il m'a donné une accolade sincère. Quel plaisir. Ernesto serait heureux de savoir que vous m'avez enfin cherché. Il m'a désigné une chaise et s'est assis en face de moi. Ernesto m'a demandé de veiller sur vous quand il ne serait plus là. Il m'a fait promettre que si jamais vous aviez besoin d'aide juridique, je serais là. 5 ans ont passé, et c'est la première fois que vous m'appelez. Il a marqué une pause. Alors, dites-moi. Que se passe-t-il? Je lui ai tout raconté, absolument tout. Les changements dans la maison, la vaisselle vendue, les 6500 € de la fausse chirurgie, et finalement la conversation que j'avais entendue dans le patio. Maître prenait des notes. Son visage ne montrait pas de surprise, seulement une tristesse professionnelle. Avez-vous des preuves de la conversation? Non, je ne l'ai pas enregistrée, mais je sais ce que j'ai entendu. Je comprends. Il a posé sa plume. Doña Amparo, ce que votre fils et votre belle-fille planifient a un nom, spoliation patrimoniale aggravée. C'est un délit, mais nous avons besoin de preuves concrètes. Comment puis-je obtenir cette preuve? Il s'est penché en arrière dans son fauteuil. Vous avez besoin d'un enregistrement, d'une conversation où leur plan est clairement établi, et vous devez tout documenter, les objets qu'ils ont vendus sans votre permission, l'argent qu'ils vous ont extorqué par la tromperie, tout. J'ai les reçus bancaires des 6500 € et des photos de la vaisselle avant qu'ils ne la vendent. Excellent. C'est un début. Maintenant, à propos de la maison. Il a sorti un dossier et a commencé à m'expliquer les options légales, fiducie, testament de vie, acte notarié avec verrou juridique. Ce que je vous recommande, c'est de créer une fiducie irrévocable. La maison sera placée sous votre protection légale. Vous pourrez y vivre aussi longtemps que vous le souhaitez, et vous pourrez désigner des bénéficiaires qui ne recevront la propriété que sous des conditions spécifiques que vous établirez. Comme quoi? Par exemple, que les bénéficiaires ne puissent recevoir la maison qu'à un certain âge, ou qu'ils ne puissent jamais la vendre. Ou que si vous êtes placé dans un asile sans votre consentement, la fiducie soit annulée et la maison revienne à une autre personne. Une étincelle d'espoir s'est allumée dans ma poitrine. Et mon fils ne pourrait rien faire, absolument rien? Une fois la fiducie établie, même un juge ne peut la modifier sans votre consentement explicite. Combien de temps cela prend-il? Si vous m'autorisez, je peux avoir les documents prêts en 1 semaine. Mais j'ai besoin que vous m'apportiez les actes originaux. Je les ai chez moi, dans un coffre-fort. Parfait. Et une chose de plus, Doña Amparo, il s'est penché en avant. J'ai besoin que vous agissiez normalement, que vous ne souleviez aucun soupçon, que vous continuiez d'être la même Amparo qu'ils connaissent. Car s'ils soupçonnent que vous planifiez quelque chose, ils vont accélérer leur plan, et cela nous compliquerait la tâche. J'ai acquiescé. Je peux le faire. Je sais que vous le pouvez. Ernesto m'a toujours dit que vous étiez beaucoup plus forte que vous ne le paraissiez. Seulement, vous n'aviez jamais eu à le prouver. Je suis sortie du bureau avec un dossier plein de documents et pour la première fois depuis des mois, avec quelque chose dont j'avais oublié l'existence, l'espoir. Mais je suis aussi sortie avec une mission. J'avais besoin de cet enregistrement. Cette nuit-là, pendant que nous dînions, j'ai agi parfaitement normalement. J'ai souri, servi la nourriture, demandé comment s'était passée la journée de chacun. Tatiana m'a regardée avec approbation. Tu as l'air contente aujourd'hui, belle maman. Quelque chose de bien s'est passé? Juste que le docteur a dit que j'étais en très bonne santé pour mon âge. J'ai encore des années devant moi. J'ai vu son sourire se figer pendant une fraction de seconde. Des années devant moi n'entraient pas dans leur plan. Tant mieux, belle maman.
Tant mieux. Le lendemain, je suis allée voir Consuelo, ma voisine. Consuelo. J'ai besoin de ton aide. Tout ce que tu veux, Amparo. De quoi as-tu besoin? J'ai besoin d'apprendre à utiliser un de ces petits enregistreurs qui peuvent être cachés. Consuelo n'a pas posé de questions. Elle me connaissait depuis 30 ans. Elle savait que si je demandais quelque chose comme ça, c'était pour une bonne raison. Mon petit-fils m'en a offert un l'année dernière parce que j'ai peur d'oublier des choses. Je ne l'ai jamais utilisé. Il est à toi. Elle m'a appris à l'utiliser. Il était de la taille d'une clé USB, pouvait être caché n'importe où et enregistré avec une clarté impressionnante. Merci, mon ami. Tu as des problèmes? J'avais des problèmes. Maintenant, j'ai des solutions. Pendant la semaine suivante, je suis allée 3 fois de plus au bureau de Maître Bermudez. J'ai apporté les actes notariés, signé des documents, établi la fiducie. Et chaque nuit, je laissais l'enregistreur allumé à différents endroits de la maison, dans le salon, dans la salle à manger, dans le patio. J'ai enregistré des conversations de Rodrigo et Tatiana parlant d'accélérer le processus, de faire plus pression sur la vieille, de combien de temps ils allaient encore tolérer de vivre là. Et finalement, une nuit, j'ai enregistré de l'or pur. Ils étaient dans leur chambre. Ils pensaient que je dormais déjà. L'enregistreur était caché derrière un pot de fleurs dans le couloir, juste devant leur porte. Tatiana a dit d'une voix claire et audible, « C'est presque fait, mon amour. Dans quelques mois, on la convainc de signer la maison à ton nom. Elle est vieille, seule, elle a besoin de nous. Après, on peut la mettre dans un asile bon marché et vendre cette propriété. Elle vaut facilement 220 000 €. Et Rodrigo a répondu, « Tu as raison. Ma mère a assez vécu. Nous méritons cette maison. » C'était presque identique à la conversation que j'avais entendue des semaines auparavant, mais maintenant, je l'avais enregistrée, avec la date, l'heure, et leur voix reconnaissable. Le lendemain, j'ai apporté l'enregistrement à Maître Bermudez. Il l'a écouté 2 fois, puis a hoché la tête. C'est suffisant. Plus que suffisant. Quelle est la prochaine étape? Nous attendons. Votre fiducie est prête. Les documents sont enregistrés. Légalement, votre maison est protégée, mais je veux que nous ayons un moment d'impact maximal, un moment où ils montrent leur vraie nature devant témoins. Comment? Provoquez-les. Faites quelque chose qui les forcera à montrer leur vraie couleur, et quand ils le feront, je serai là. J'y ai réfléchi pendant 2 jours. Que pouvais-je faire pour les forcer à révéler leur plan? Et puis, l'idée m'est venue. Le 14 mars, pendant le dîner, j'ai dit avec désinvolture, « Rodrigo, Tatiana, j'ai réfléchi. Vous avez raison. À mon âge, entretenir cette maison est beaucoup de travail. Je devrais peut-être envisager de déménager dans une résidence, et vous pourriez garder la propriété. » Les yeux de Tatiana se sont illuminés comme des arbres de Noël. « Vraiment, belle maman? Tu es sérieuse? » Complètement. En fait, j'ai vu de très belles résidences. Il y en a une à Coyoacán qui a l'air magnifique. Rodrigo m'a pris la main. Maman, c'est une décision très mature de ta part. Je suis fière de toi. J'ai juste besoin que vous m'aidiez avec les papiers. Il faut transférer l'acte de la maison. Maître Bermudez peut nous aider. Qu'est-ce que vous en dites si on l'appelle? Oui. Tatiana a presque crié d'excitation. Appelle-le demain même. En fait, je lui ai déjà parlé. Il peut venir lundi 15 mars à 10 h du matin. Parfait, a dit Rodrigo. Nous serons là. Cette nuit-là, j'ai entendu leur célébration depuis ma chambre, champagne, rire, plans. Et moi, dans mon lit, j'ai souri dans l'obscurité, car ils pensaient qu'ils avaient gagné. Ils ne savaient pas que le vrai jeu ne faisait que commencer. Le lundi 15 mars s'est levé ensoleillé. Rodrigo et Tatiana se sont levés tôt, excités. Tatiana a mis une robe couleur vin, des talons, un maquillage parfait. Elle avait l'air d'aller signer un contrat millionnaire, ce qui, dans son esprit, était le cas. Bonjour, belle maman. Elle m'a serré dans ses bras avec un enthousiasme faux que je pouvais désormais voir avec une clarté totale.
Quelle journée importante. Je suis si heureuse que tu prennes cette décision. C'est le mieux pour tout le monde. Oui, ma fille, le mieux pour tout le monde. Rodrigo est descendu dans son costume gris, le même qu'il portait pour les mariages et les événements importants. Maman, tu as déjà déjeuné? Tu veux que je prépare quelque chose de spécial? Non, mon fils, j'ai mangé quelque chose de léger. Les nerfs, tu sais. C'est normal d'être nerveuse, mais tu verras que tout va bien se passer. Il m'a pris les mains. Tu vas être dans un bel endroit avec des gens de ton âge, avec des soins médicaux 24 heures sur 24, et nous viendrons te voir souvent. Je te le promets. Mensonge. Tout n'était que mensonge. Mais maintenant, je pouvais les identifier comme s'ils avaient une étiquette brillante dessus. Je sais, mon amour. Je vous fais confiance. À 9 heures, Tatiana a commencé à s'agiter. À quelle heure a-t-il dit qu'il arrivait, maître? À 10 heures. Ah, il reste encore du temps. Elle s'est assise, s'est levée, a marché jusqu'à la fenêtre, a vérifié son téléphone. Je suis tellement nerveuse. Nerveuse de quoi? Ai-je demandé avec une innocence parfaite. Eh bien, de tout le processus. C'est un pas important pour toi, belle maman. À 9h30, la sonnette a retenti. Tatiana a pratiquement sauté du canapé. Il est en avance. Tant mieux, je vais ouvrir. Mais quand elle est arrivée à la porte et a tourné la poignée, elle ne s'est pas ouverte. Belle maman, la porte est verrouillée. Ah, oui, j'ai mis le verrou hier soir. J'arrive. Je me suis approchée lentement, j'ai regardé par le judas. Ce n'était pas maître Bermudez, c'était une voisine vendant des tamales. Ce n'est pas lui, c'est Donia Chaillot. Tu ne vas pas ouvrir? Non, j'ai déjà déjeuné. Merci. Tatiana m'a regardé bizarrement, mais n'a rien dit. À 10 heures précises, la sonnette a retenti à nouveau. Cette fois, c'était bien maître, mais il était accompagné d'un homme plus jeune avec une mallette. Et Rodrigo et Tatiana, de l'intérieur, ont couru vers la porte. Belle maman, ouvre. Ils sont arrivés. Mais je n'ai pas bougé. Belle maman, qu'est-ce que tu fais? Ouvre-lui. Dans un instant. Il frappe à la porte. Rodrigo s'est approché et a essayé d'ouvrir. Il a tourné la poignée. Rien. Il a essayé avec sa clé. Ça n'a pas marché. Maman, ma clé ne fonctionne pas, ah, c'est vrai. J'ai oublié de vous le dire. J'ai changé les serrures hier soir. Silence absolu. Quoi? Tatiana m'a regardé, les yeux écarquillés. Pourquoi changerais-tu les serrures? Pour la sécurité. À mon âge, on ne sait jamais. La sonnette continuait de retentir, maintenant avec insistance. Belle maman, ouvre la porte. A crié Tatiana. Ne me parle pas comme ça, Tatiana. Ouvre la porte. Rodrigo a essayé de se calmer. Maman, s'il te plaît, maître est dehors. Nous allons signer les papiers, tu te souviens? Oui, je me souviens parfaitement. Et puis, je n'ai pas ouvert la porte. Je les ai laissés sonner et sonner. Et sonner. 5 minutes, 10 minutes. Tatiana a commencé à perdre son sang-froid. Qu'est-ce que tu fais? Tu es devenue folle. Rodrigo a appelé son portable, essayant probablement d'appeler maître pour s'excuser. 15 minutes plus tard, les sonneries ont cessé. Tatiana avait le visage rouge de rage. Nous avons raté le rendez-vous. Maître est parti. Tu es contente? Calme-toi, Tatiana. Tout est sous contrôle. Sous contrôle? Tu as tout gâché. Je n'ai rien gâché. En fait, j'ai regardé ma montre. Tout se passe selon le plan. Quel plan? Rodrigo me regardait confus. À ce moment, j'ai entendu la porte de derrière s'ouvrir, les pas que je connaissais. Des chaussures de ville sur le carrelage de la cuisine. Rodrigo et Tatiana se sont retournés. Et là, maître Bermudez est entré par le couloir, dans son costume impeccable et sa mallette en cuir. Bonjour à tous. Excusez-moi du retard.
Les visages de Rodrigo et Tatiana étaient un poème. Confusion, choc, peur naissante. Comment êtes-vous entré, a bégayé Tatiana. Par la porte de derrière. Madame Amparo m'a donné accès il y a quelques minutes. Rodrigo m'a regardé. Maman, qu'est-ce qui se passe? Asseyez-vous, ai-je dit avec un calme que je ne savais pas posséder. Il est temps que nous parlions vraiment. Sans mensonge. Sans mensonge? Tatiana a laissé échapper un rire nerveux. Nous ne t'avons pas menti, belle maman. Ah, non. J'ai sorti mon petit enregistreur de la poche de mon pull. Alors, explique-moi ça. J'ai appuyé sur lecture. La voix de Tatiana a rempli le salon, c'est presque fait, mon amour. Dans quelques mois, on la convainc de signer la maison à ton nom. Elle est vieille, seule, elle a besoin de nous. Après, on peut la mettre dans un asile bon marché et vendre cette propriété. Elle vaut facilement 220 000 €. Le visage de Tatiana est devenu blanc comme du papier. Puis la voix de Rodrigo, tu as raison. Ma mère a assez vécu. Nous méritons cette maison. Rodrigo s'est effondré sur le canapé, littéralement, ses jambes ne le soutenaient plus. Maman, Peux-tu m'expliquer ça, mon fils? Ma voix ne tremblait pas, mes mains ne tremblaient pas, je ne tremblais pas. Peux-tu m'expliquer comment je mérite d'être dans un asile bon marché pendant que tu vis dans ma maison? Tatiana a retrouvé son sang-froid avec une vitesse impressionnante. C'était une survivante, une combattante, mais cette fois, elle menait une bataille perdue. Cet enregistrement est illégal. Tu ne peux pas l'utiliser. Maître Bermudez est intervenu d'une voix professionnelle. En fait, madame, au Mexique, il est tout à fait légal d'enregistrer des conversations dans une propriété privée lorsque le propriétaire de la propriété considère qu'il y a intention de fraude ou de spoliation. Et cet enregistrement est parfaitement admissible devant un tribunal. Il n'y a pas de fraude, a crié Tatiana, élevant la voix. Nous prenons soin d'elle, nous lui tenons compagnie. Cette maison serait vide et triste sans nous. Vous prenez soin de moi? J'ai ri. Un rire amer. Vendre ma vaisselle sans permission, c'est prendre soin de moi? Jeter les disques vinyles de mon défunt mari, c'est prendre soin de moi? M'extorquer 6 500 € avec une fausse maladie, c'est prendre soin de moi? Rodrigo s'est couvert le visage de ses mains. Maman, s'il te plaît. S'il te plaît, quoi? Rodrigo, s'il te plaît, que j'oublie que mon unique fils, l'enfant à qui j'ai tout donné, prévoyait de me jeter comme des ordures dans un asile pendant qu'il prenait tout ce que ton père et moi avons construit. Les larmes ont commencé à couler sur mes joues, mais ce n'étaient pas des larmes de faiblesse, c'étaient des larmes de libération. Pendant 3 mois, vous m'avez fait sentir que j'étais folle, que j'étais égoïste, que j'étais une vieille amère qui ne pouvait pas lâcher le passé. Vous m'avez fait douter de moi-même au point de croire que vous aviez raison. Tatiana a essayé de s'approcher. Belle maman, nous pouvons arranger ça. Ne me touche pas, j'ai fait un pas en arrière. Ne me touche plus. Ne m'appelle plus belle maman comme si nous étions de la famille. Parce que la famille ne détruit pas, la famille ne vole pas. La famille ne planifie pas de mettre son propre sang dans un asile bon marché pour prendre sa maison. Maître Bermudez a ouvert sa mallette. Je crois qu'il est temps de remettre les documents officiels. Il a sorti un dossier épais et l'a tendu à Rodrigo, qui l'a pris d'une main tremblante. Qu'est-ce que c'est? Lisez. Prenez votre temps. Rodrigo a ouvert le dossier, puis la 2e page. Ses yeux se déplaçaient de plus en plus vite, avec une panique croissante. Tatiana lui a arraché les papiers des mains. Ça ne peut pas être. Ça ne peut pas être réel. C'est complètement réel, a dit Maître Bermudez avec ce calme professionnel qu'il avait perfectionné en 40 ans de carrière. Certifié par notaire public. Enregistré au registre public de la propriété le 10 mars de cette année. Complètement légal et irrévocable. Irrévocable? Tatiana a levé les yeux. Qu'est-ce que ça signifie, irrévocable? Ça signifie qu'on ne peut pas changer, ai-je répondu. Ça signifie que cette maison n'est plus à mon nom libre. Elle est protégée dans une fiducie que je contrôle, et vous ne pouvez pas y toucher.
Rodrigo a laissé tomber les papiers au sol. Son visage était passé du blanc au vert. Maman, qu'as-tu fait? Ce que j'aurais dû faire depuis le début, me protéger de vous. Maître a poursuivi d'une voix ferme. La propriété située rue Yacaranda 328, quartier del Val, est placée sous fiducie irrévocable au nom de Madame Amparo Leticia Sandoval, veuve de Cortés. Elle conserve l'usufruit viager, c'est-à-dire qu'elle peut vivre ici jusqu'à son décès. Les bénéficiaires de la fiducie sont ses petits-enfants Valeria et Santiago, qui recevront la propriété à l'âge de 25 ans, avec la condition expresse qu'ils ne pourront jamais la vendre. Elle devra rester dans la famille. C'est injuste, a crié Tatiana. Rodrigo est ton fils. Il devrait hériter. Rodrigo a perdu ce droit quand il a planifié de me voler. Nous n'allions pas te voler. Nous allions prendre soin de toi dans une résidence. J'ai sorti un autre papier de ma poche. Je l'avais imprimé la veille. Tu parles de la résidence gériatrique San José à Nezahualcóyotl? Celle qui coûte 200 € par mois et qui a des notes d'une étoile sur Internet, où les plaintes parlent de nourriture pourrie, de mauvais traitements et de négligence médicale? Tatiana a ouvert la bouche, l'a refermée, elle n'avait pas de réponse. J'ai enquêté, Tatiana, j'ai tout enquêté. Je sais exactement dans quel genre d'endroit vous prévoyez de m'envoyer pendant que vous viviez à Polanco ou la Condesa. Rodrigo a finalement trouvé sa voix. Elle était brisée, désespérée. Maman, s'il te plaît, nous sommes une famille, nous pouvons arranger ça. J'étais juste effrayée par l'argent, par l'avenir. Tatiana me faisait pression et Maintenant, tu rejettes la faute sur ta femme? Les jeux interrompus. Très courageux de ta part, Rodrigo. Très courageux. Tatiana a explosé. C'était son idée. C'est lui qui a dit que nous méritions la maison. C'est lui qui a cherché les asiles bon marché. Je n'ai fait que suivre son plan. Et là, devant mes yeux, la trahison mutuelle, ils se détruisaient l'un l'autre. Peu importe de qui était l'idée, ai-je dit avec une froideur qui m'a surprise moi-même. Vous l'avez planifié tous les deux. Vous m'avez menti tous les deux. Vous m'avez volé tous les deux. Vous êtes tous les deux également coupables. Maître Bermudez a fermé sa mallette avec un claquement définitif. Maintenant, passons au sujet de la restitution financière. Madame Tatiana, vous avez obtenu 6 500 € par la tromperie, spécifiquement en mentant sur une maladie grave. Cela constitue une fraude. Madame Amparo a deux options, engager des poursuites judiciaires pour fraude, ou vous rembourser la totalité de l'argent dans un délai de 30 jours. Je n'ai pas 6 500 €. A gémi Tatiana. Je les ai déjà dépensés. Alors, il faudra procéder judiciairement. La fraude peut entraîner une peine d'emprisonnement de 6 mois à 5 ans selon le Code pénal de Mexico. Tatiana s'est tournée vers Rodrigo. Dis quelque chose. Fais quelque chose. C'est ta mère. Mais Rodrigo était paralysé, en état de choc complet. Maître a continué, implacable. De plus, il y a la question de la vente non autorisée de propriétés privées. La vaisselle en porcelaine de Chine avait une valeur estimée à 2 500 €. Elle a été vendue sans le consentement du propriétaire. C'est un vol aggravé. Elle m'a dit que je pouvais la vendre. A menti Tatiana, désespérée. J'ai des témoins qui disent le contraire, et j'ai des photographies de la vaisselle avec leurs dates originales qui prouvent qu'elle était la propriété de Madame Amparo depuis 15 ans. Tatiana a commencé à marcher de long en large comme un animal en cage. C'est un cauchemar. Un cauchemar. Non, ai-je dit d'une voix ferme. C'est la justice. Maître Bermudez a fermé sa mallette avec un claquement définitif. Madame Amparo, souhaitez-vous engager les poursuites judiciaires ou préférez-vous leur donner l'option de restitution volontaire? J'ai regardé Rodrigo, mon fils, mon unique fils, le garçon que j'avais porté dans mes bras, l'adolescent que j'avais consolé quand son premier amour l'avait quitté, l'homme que j'avais soutenu dans chaque décision. Et j'ai vu ce qu'il était vraiment, un lâche, un manipulateur, un voleur. Je veux qu'il parte. Maman. Rodrigo s'est levé. S'il te plaît, ne fais pas ça.
Vous avez 48 heures pour quitter cette maison. Vous pouvez emporter vos vêtements, vos appareils électroniques, vos effets personnels, rien d'autre. Tout le reste reste ici. Et où allons-nous vivre, a demandé Tatiana d'une voix hystérique. Nous avons des enfants. Vous auriez dû y penser avant de planifier de me détruire. J'ai senti les larmes monter, mais je ne les ai pas laissées couler. Vous avez de la famille, des amis, une voiture, des emplois. Vous trouverez quelque chose, comme vous avez trouvé le moyen de me mentir pendant 3 mois. Belle maman, s'il te plaît. Ne m'appelle pas comme ça. Tu n'es plus ma belle-fille. Et lui, j'ai désigné Rodrigo, il n'est plus mon fils. Rodrigo est tombé à genoux, littéralement. Il s'est agenouillé devant moi, les mains jointes. Maman, pardonne-moi, s'il te plaît. C'était une erreur terrible. J'étais désespérée. Tatiana me faisait pression et je n'ai pas réfléchi. Je n'ai pas mesuré les conséquences, mais je t'aime. Tu es ma mère. Tu le seras toujours. Si tu m'aimais, Rodrigo, tu n'aurais pas planifié de me mettre dans un asile comme si j'étais une ordure. Si tu m'aimais, tu aurais défendu la mémoire de ton père au lieu de la laisser jeter tout ce que lui et moi avons construit. Je peux changer. Nous pouvons changer. Donne-moi une chance. Je t'ai donné ta chance. Je t'ai donné 3 mois d'opportunité. Chaque fois que vous jetiez quelque chose de moi, chaque fois que vous mentiez, chaque fois que vous me faisiez sentir coupable d'exister. C'étaient des opportunités, et vous les avez toutes gâchées. Je me suis tournée vers Maître. Concernant les 6500 €, je leur donne 30 jours pour les rembourser. Sinon, je procède judiciairement. Tatiana a poussé un cri de frustration et s'est enfuie vers les escaliers. Rodrigo est resté à genoux, pleurant comme un enfant. Maman, s'il te plaît. Lève-toi, Rodrigo. Tu n'es plus un enfant. Tu es un homme de 43 ans. Il est temps que tu agisses comme tel, il s'est levé lentement. Ses yeux étaient rouges, gonflés. Et les enfants? Valeria et Santiago? Tu ne les verras plus jamais? Cette question m'a fait mal. Profondément mal. Eux, je les aime. Et c'est pour ça que la maison est en fiducie pour eux. Mais je ne vais pas vous laisser les utiliser comme otages émotionnels. Maître m'a touché l'épaule doucement. Doña Amparo, si vous avez besoin d'un moment. Non, ça va. J'ai respiré profondément. Rodrigo, tu as jusqu'à mercredi 17 mars, 18 h, pour quitter les lieux. Si vous ne le faites pas volontairement, Maître procédera à l'expulsion légale. Et crois-moi, tu ne veux pas en arriver là. Rodrigo a acquiescé sans force, montant les escaliers en traînant les pieds. Maître et moi sommes restés dans le salon. Le silence était dense, lourd. Êtes-vous sûr de cela, Doña Amparo? Croyez-vous qu'Ernesto serait fier de moi? Maître a souri tristement. Ernesto serait plus que fier. Il m'a dit une fois, s'il m'arrive quelque chose, Amparo aura besoin de temps pour trouver sa force, mais quand elle la trouvera, elle sera imparable. Il avait raison. Les larmes ont finalement coulé, mais ce n'étaient pas des larmes de faiblesse, c'étaient des larmes de libération. Merci de m'avoir aidé. C'est un honneur, Doña Amparo. Cette nuit-là, allongée dans mon lit, j'ai entendu le mouvement à l'étage, des boîtes, des valises, des pleurs, des disputes. Et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois, la paix. Ce n'était pas une paix joyeuse, c'était une paix douloureuse, triste, aigre-douce, mais c'était la paix. Parce que pour la première fois en 3 mois, j'avais repris le contrôle de ma propre vie. J'ai regardé la photographie d'Ernesto sur ma table de nuit. Je l'ai fait, mon amour. Je me suis battue comme tu me l'as demandé. Et je jure qu'à cet instant, j'ai senti sa présence comme une accolade invisible, comme un murmure disant « Je suis fière de toi, Amparo ». Je l'ai toujours été. Le lendemain, Consuelo est venue me rendre visite. Elle m'a apporté du café de Hola et des viennoiseries. Comment te sens-tu? Comme si j'avais survécu à une guerre. Tu as survécu, mon ami, et tu as gagné. Ça ne ressemble pas à une victoire, ça ressemble à une perte.
Parce que tu aimes ton fils, et ça ne changera jamais. Elle a pris ma main. Mais parfois, aimer signifie lâcher prise, signifie fixer des limites, signifie dire « je t'aime, mais je ne vais pas te permettre de me détruire ». Elle avait raison. Le mardi, Valeria est descendue seule à la cuisine. Elle avait les yeux rouges d'avoir pleuré. « Grand-mère, je peux te parler ?» « Bien sûr, mon cœur, assieds-toi. » Elle s'est assise et pendant un long moment n'a rien dit, regardant seulement ses mains. « Je savais », a-t-elle finalement chuchoté. « Que savais-tu, mon amour ?» Je savais ce que mes parents prévoyaient. J'ai entendu des conversations, j'ai vu comment ils traitaient tes affaires. Et moi? Je n'ai rien dit. Les larmes ont commencé à couler. Pardonne-moi, grand-mère. J'aurais dû te le dire, j'aurais dû te défendre, mais j'avais peur que mes parents se fâchent contre moi. Je l'ai serré fort dans mes bras. Ce n'est pas ta faute, Valeria. Tu es une enfant. Ce n'est pas ta responsabilité d'arranger les erreurs des adultes. Mais je me sens si mal. Je sais. Moi aussi. Mais je veux que tu saches quelque chose. Je l'ai prise par le visage pour qu'elle me regarde. Cette maison sera la tienne et celle de ton frère un jour. Et quand cela arrivera, je veux que vous vous souveniez, la dignité vaut plus que n'importe quelle propriété, le respect vaut plus que n'importe quel héritage, et l'amour véritable ne détruit jamais. Valeria m'a serré si fort que je pouvais à peine respirer. Je t'aime, grand-mère. Beaucoup. Et moi, mon cœur. Toujours. Le mercredi 17 mars, à 17h, un camion de déménagement s'est garé devant la maison. Rodrigo et Tatiana ont chargé leurs affaires en silence. Les enfants étaient tristes, confus. Santiago m'a serré dans ses bras avant de monter dans la voiture. On ne va plus te voir, grand-mère? Bien sûr que vous allez me voir. Quand vous voulez me rendre visite, vous n'avez qu'à appeler. Cette maison est autant la vôtre que la mienne. À 18h10, Rodrigo s'est approché. Il tenait une enveloppe à la main. Il y a 1600 €. C'est tout ce que j'ai pu réunir. Le reste, je te le paierai petit à petit. Je te le jure, maman. J'ai pris l'enveloppe. Tu as 30 jours pour compléter les 6500 €. Pas un jour de plus. Je sais. Il a baissé le regard. Maman, je sais que je ne mérite pas ton pardon. Je sais que ce que nous avons fait était impardonnable, mais je veux que tu saches que je le regrette. Vraiment. Je sais, Rodrigo. Mais le regret n'efface pas le mal. Le regret ne rend pas les souvenirs que vous avez détruits. Le regret n'efface pas les mots que tu as prononcés. Je sais. Sa voix s'est brisée. Un jour, peut-être, tu pourras me pardonner. Je l'ai regardé dans les yeux. Mon fils, mon traître. Je ne sais pas. Peut-être avec le temps, beaucoup de temps. Mais pour l'instant, j'ai besoin que vous partiez. J'ai besoin de guérir, et je ne peux pas le faire avec vous ici. Il a acquiescé. Une larme a roulé sur sa joue. Au revoir, maman. Au revoir, Rodrigo. Il est monté dans la voiture. Tatiana ne m'a même pas regardé. Il a démarré avec un crissement de pneus et ils sont partis. Je suis restée debout à l'entrée de ma maison. Ma maison. Regardant la voiture disparaître au coin de la rue. Consuelo est apparue à mes côtés. Tu vas bien? Non. Mais je vais l'être. Cette nuit-là, j'ai dîné seule dans ma salle à manger, mais ce n'était pas un dîner triste. J'ai préparé des enchiladas verdes, comme ma mère m'avait appris. J'ai mis de la musique. Des boléros d'Ernesto, ceux que j'avais téléchargés sur mon téléphone parce que Tatiana avait jeté les originaux. Et pendant que je mangeais, j'ai regardé ma maison. Les murs étaient toujours gris, mais je pouvais les repeindre. Les rideaux manquaient toujours, mais je pouvais en coudre des nouveaux. Les souvenirs avaient été détruits, mais je pouvais en créer d'autres, parce que c'est ce que font les femmes fortes. Nous n'abandonnons pas, nous ne nous brisons pas, nous nous reconstruisons. Épilogue. 3 mois plus tard, c'était juin.
Les jacarandas de ma rue étaient en fleurs, remplissant l'air de cette couleur mauve qu'Ernesto aimait tant. J'avais repeint les murs en pêche, à nouveau. J'avais cousu de nouveaux rideaux avec des fleurs brodées. J'avais mis des photographies d'Ernesto partout dans la maison, et quelque chose de plus, j'avais commencé à vivre. J'ai pris des cours de peinture au centre culturel du quartier. J'ai rencontré d'autres femmes de mon âge, des femmes avec des histoires similaires, des femmes qui avaient également survécu à des trahisons familiales. Nous sommes devenus amis, nous nous sommes soutenus, nous nous sommes rappelés que nous étions plus que des mères, plus que des épouses, plus que des gardiennes. Nous étions nous-mêmes. Un après-midi de juin, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Allô? Grand-mère. C'était Valéria. Mon cœur, comment vas-tu? Bien. Enfin, pas si bien. Papa et maman ont divorcé. Mon cœur s'est arrêté. Quoi? Maman est partie. Elle a dit qu'elle ne voulait plus être avec papa, qu'il l'avait trahi, que tout était de sa faute. Elle est partie avec un autre homme, un qu'elle a rencontré à la salle de sport. Sa voix s'est brisée. Et nous vivons dans un appartement horrible à Iztapalapa avec papa. C'est petit, sombre, ça sent mauvais. Oh, mon amour. Mais je ne t'appelle pas pour te demander de nous accueillir à nouveau. Je sais que nous ne pouvons pas revenir. Je voulais juste entendre ta voix et te dire que tu avais raison en tout. Valéria, maman ne nous a jamais aimés, n'est-ce pas? Elle ne voulait que l'argent, la maison. Et papa? Papa a été très bête, très faible. Elle a pleuré. Tu me manques, grand-mère, beaucoup. Tu me manques aussi, mon cœur. Tous les jours. Je peux venir te rendre visite un jour? Tu peux venir quand tu veux. Ça a toujours été ta maison. Merci, grand-mère. Je t'aime. Et moi aussi, mon amour. Toujours. J'ai raccroché et j'ai regardé le téléphone pendant longtemps. Tatiana était partie. Comme les serpents, elle avait trouvé une autre victime, un autre plan, une autre opportunité. Et Rodrigo payait les conséquences de ses décisions. Je n'ai ressenti aucune joie, mais aucune culpabilité non plus. J'ai ressenti de l'acceptation. Parfois, la vie nous enseigne de la manière la plus dure, et parfois, les gens doivent tout perdre pour comprendre la valeur de ce qu'ils avaient. Cette nuit-là, assise dans mon patio sous les étoiles, buvant du thé à la camomille, j'ai réfléchi à tout ce qui s'était passé. J'avais perdu mon fils, du moins temporairement, mais j'avais gagné quelque chose de plus précieux, moi-même. Parce que j'ai appris que l'amour sans respect n'est pas de l'amour, c'est de l'esclavage. J'ai appris que la vraie famille ne vous déchire pas, elle vous construit. J'ai appris qu'à 68 ans, vous avez toujours le droit de défendre votre dignité. Et j'ai appris qu'il n'est jamais trop tard pour dire « c'est assez ». Parce que la vraie richesse n'est pas dans ce que vous possédez, elle est dans ce que vous ne permettez pas qu'on vous enlève. Votre dignité, votre paix, votre droit de vivre sans peur dans votre propre maison. Et ça n'a pas de prix. Et ainsi se termine mon histoire, une histoire que je n'aurais jamais cru vivre. Une histoire qui m'a brisé le cœur, mais qui m'a aussi donné des forces que j'ignorais posséder. Si cette histoire vous a touché l'âme, si elle vous a fait réfléchir à vos propres limites, à votre propre famille, à votre propre dignité, faites-le moi savoir dans les commentaires. Dites-moi d'où vous regardez cette histoire, de quel pays ou de quelle ville vous m'accompagnez. J'aimerais savoir que ces mots ont atteint votre cœur, où que vous soyez. Et si vous connaissez quelqu'un qui traverse une situation similaire, partagez cette histoire, car parfois, savoir que nous ne sommes pas seuls est ce qui nous donne le courage de nous battre. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires de vie, de dépassement, de femmes qui ont refusé d'être des victimes. Car au bout du compte, nous méritons tous de vivre avec dignité, nous méritons tous d'être traités avec respect, et nous méritons tous de fermer les portes qui nous font du mal, même si ce sont les portes de notre propre famille. Merci de m'avoir accompagné jusqu'à la fin. Rendez-vous dans la prochaine histoire. Affectueusement, Amparo.